Mais pourquoi elle s'est trompée? Je lui faisais confiance, je comprends pas pourquoi elle s'est trompée. Quand je lui faisais confiance, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il a raconté n'importe quoi. Je l'écoutais toutes ses vidéos, mais là il a dit n'importe quoi, du bullshit. C'est incroyable. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo, et oui, vous avez vu, j'ai parlé d'erreurs, je vais en revenir tout de suite dessus, mais avant de parler de nombreux sujets qu'il y aura dans cette vidéo, je voulais vous signaler que peut-être que je n'ai pas tout à fait la même pêche que d'habitude, et oui, parce que je suis malade depuis quelques jours, et j'ai été cas contact Covid, donc vous imaginez bien, et là j'ai la perte d'odorat qui est en train d'arriver, donc je vais avoir normalement le résultat du test demain, hein, donc lundi, puisque si cette vidéo doit sortir normalement ce soir, j'espère. En tout cas, voilà, donc je vous en dirai plus. Alors rassurez-vous, ça va à peu près, bon je suis à plat, hein, totalement à plat, mais rien de catastrophique par rapport à ce qui arrive malheureusement à d'autres personnes. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas tout à fait la même pêche que d'habitude. En tout cas, sur cette vidéo, je vais d'abord revenir sur mon erreur, et oui, alors pour les nouveaux abonnés, je tiens à le dire, j'aime revenir sur mes erreurs, moi je n'aime pas rester sur des erreurs, et j'avoue volontiers pouvoir commettre des erreurs, et j'en ai commis une dans la dernière vidéo sur les alimentations, et il y a plusieurs abonnés qui m'ont fait le retour comme quoi j'avais commis une erreur, et ils ont tout à fait raison, et d'ailleurs j'ai failli me fouetter, oui j'ai failli me fouetter, car quand même une erreur comme ça, j'aurais dû m'en douter. En fait, j'ai eu plusieurs avis dissonants sur internet, et je me suis un peu embrouillé moi-même les pédales, c'est-à-dire que j'ai dit, vous savez, une alimentation 650 watts, eh bien il faut, si c'est une 80 plus bronze par exemple, elle est à 85%, il faut donc enlever 15% pour savoir vraiment ce qu'on va obtenir pour disponible pour le PC. C'est totalement faux. Voilà, bon bref. En fait, si vous 650 watts, vous aurez 650 watts. La seule différence, et ce qui est par contre vrai, c'est que par exemple la 80 plus bronze, vous allez perdre 15% supplémentaire en chaleur, c'est-à-dire que grosso modo, elle va, si vous prenez toute la puissance de votre alimentation, 100%, elle vous distribuera 650 watts et elle perdra 15% de plus en chaleur, en énergie. Donc si vous avez par exemple une 80 plus or, elle ne perdra que 10%, un peu moins. Donc voilà, c'est quand même une assez grosse différence. Alors je vais aussi noter deux choses. En fait, je suis allé un petit peu vite, on va dire, pour le côté alimentation, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder effectivement l'étiquette qui est derrière. En fait, ça va vous définir ce que va vous donner en particulier le plus intéressant, le rail 12 volts. Et oui, c'est celui qui va alimenter la carte graphique, GPU, etc. Et c'est ce rail 12 volts qui est important, et c'est là que vous allez voir si vous disposez réellement de la totalité, par exemple, des 650 watts qui est défini sur votre alimentation, ou s'il y a une petite astuce pour les alimentations qui seraient un peu moins chères, vous voyez ce que je veux dire, et qui fait qu'en fait, 650 watts, oui, mais sur l'ensemble, mais pas tout à fait sur le rail 12 volts. Les bonnes alimentations, vous aurez 650 watts de disponibles sur ce rail 12 volts, c'est-à-dire vous allez multiplier 12 volts par ce qu'elle va vous dire en ampères, et vous devrez obtenir 650 watts. C'est marqué en dessous, de toute façon, c'est assez clair. Les alimentations un peu moins chères, vous pourrez avoir des astuces comme quoi ce serait dispatché aussi sur le 3,3 et le 5 volts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'auriez pas tout à fait les 650 watts. Donc généralement, si les bonnes alimentations, vous avez 650 watts de disponibles sur le 12 volts, et donc, ou 750 watts, etc., etc. Entre parenthèses, vous avez aussi le rail 3,3 volts et le rail 5 volts qui vont distribuer sur le SSD, qui vont distribuer par exemple SSD, HDD, etc., le disque dur, et aussi qui vont distribuer pour le 5 volts aussi sur l'USB. Vous savez, vous mettez votre ordinateur en veille, mais vous pouvez charger des appareils, par exemple, il continue à charger votre mobile ou d'autres appareils par la prise USB. Alors, il y a une nouvelle norme que mes abonnés m'ont signalée, l'ATX 12VO, c'est une norme Intel, et oui, une norme Intel qui va apparaître pour les alimentations, et qui va probablement arriver en masse plutôt en 2022. On va dire c'est des fabricants de grande production qui vont surtout l'utiliser pour gagner de l'argent. Cette norme, c'est tout simple, elle va supprimer les rails 3,3 et 5 volts des alimentations pour ne laisser que les rails 12 volts. Grosso modo, une simplification côté alimentation, et c'est la carte mère qui gérera les 3,3 et les 5 volts, et non plus l'alimentation directement.
Donc, pas d'inquiétude, si vous achetez une alimentation classique aujourd'hui, probable qu'il y aura encore des cartes mères qui vont gérer ça pendant très longtemps. Mais voilà, il faut savoir que dans 6-7 ans, oui, il est possible qu'effectivement, on ait beaucoup de cartes mères qui soient plutôt sur cette norme-là, hein, c'est-à-dire qui gèrent elles-mêmes le 3,3 et le 5 volts, et qu'il n'y ait plus besoin, on va dire, d'avoir un rail 3,3 et 5 volts côté alimentation. Donc tout ça pour dire, ça ne change pas grand-chose à mon discours. Moi, je continue à maintenir, pour ceux qui ne voudraient pas rentrer trop dans les détails, de prendre au minimum une alim 750 watts. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit 650 watts, ça suffit. Oui, mais pour 15 € de plus, je le répète, ou 20 € de plus pour le même modèle, prenez au moins au minimum une 750 watts. Moi, je prendrais une 850 watts pour être tranquille. Si un jour je veux faire de l'overclocking, si un jour je veux mettre deux cartes vidéo ensemble, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, hein, en paralléliser deux cartes vidéo, etc., etc. J'aurai mon alimentation 850 watts et je n'aurai pas de problème. Prenez au moins une 750 watts, je vous dis, pour 15-20 € de plus. Si vous n'êtes pas vraiment, on va dire, branché technologie, ce sera une sécurité de plus. Venons-en maintenant au problème du LG. Et oui, du LG OLED C9 et CX est apparu. Donc, vous savez, avec le problème de G5 et surtout de VRR, bah oui, apparemment, on aurait des scintillements, voire des zones d'ombre, des problèmes de synchronisation, tout simplement, avec ces écrans. Alors, que dire dessus? Pas grand-chose, hein. Sinon qu'effectivement, LG doit résoudre le problème. Alors, c'est vrai que c'est assez inquiétant du côté de HDTV Test. Vous savez, c'est un site que je suis qui est assez sérieux, pour pas dire très sérieux. Il dit que le firmware, ça va pas être facile à mettre, le microcode, ça va pas être facile à mettre, on va dire, à jour pour résoudre ce problème. J'en sais rien. Alors, le B9 et le BX ne seront peut-être pas touchés. En tout cas, j'ai rien vu de tel, parce qu'apparemment, ça peut être logique, c'est la même dalle que le C9 et le CX, je vous rappelle, mais ce n'est pas la même puce, et oui, ce n'est pas le même système logiciel derrière, et c'est le système logiciel qui est en cause, ce n'est pas la dalle. Donc voilà, apparemment, ce serait possible que le B9 et le BX ne soient pas touchés, là où le C9 et CX peuvent être touchés. Donc on verra le retour de LG, j'espère très très bientôt. Je pense qu'ils peuvent résoudre le problème, je l'espère pour vous, parce que ce serait quand même un sacré problème hein, sur le C9 et CX, si on ne peut pas utiliser le VRR de la PlayStation ou de la Xbox Series X et S, ce serait quand même vraiment dommage. Mais voilà, donc c'est effectivement un problème qui est réel pour l'instant. Je vais également revenir sur les temps de chargement comparatifs Xbox Series X PS5. De GameSpot en particulier. Alors, pourquoi j'ai mis des doutes? Je veux dire, oui, GameSpot, c'est un site sérieux, et c'est tout à fait possible, hein, ce que l'on voit, puisque c'est des jeux, d'anciens jeux, peut-être que là, on va dire, en plus, ils sont plus peut-être optimisés en termes de rétrocompatibilité sur la Xbox Series X, sur la PS5, ce qui expliquerait ça aussi, hein, entre guillemets. J'essaie pas de diminuer du tout les résultats sur la Xbox Series X. J'ai toujours dit que les Velocity étaient une très très bonne chose pour moi, mais voilà, j'ai mis un peu des doutes quand même, face à ces résultats qui ont été lancés comme ça. Mais pourquoi j'ai mis un peu des doutes? Mais attention, c'est possible, hein, je le répète, en particulier sur les jeux rétrocompatibles. Eh bien parce que sur Red Dead Redemption 2 par exemple, on voit un temps qui tourne autour de 1,05 je crois dans ce test, alors qu'on voit 35 secondes chez un autre test sur la Xbox Series X toujours, et on voit 25 secondes sur un autre test sur la Xbox Series X toujours. Alors peut-être que les conditions ne sont pas les mêmes, les chargements, avec partie sauvegardée ou pas, je sais pas, mais voilà, c'est pour ça, je m'interroge toujours quand je vois des différences comme ça, je vous le répète, et c'est pour ça que je mets toujours un peu de recul par rapport à ces tests-là. Après, si ça se vérifie sur plusieurs, on va dire, plusieurs sites techniques, il n'y aura pas de problème, je le prendrai en compte, bien entendu, et je dis, c'est possible tout à fait d'avoir à peu près le même temps entre les deux machines, puisque sur la Xbox Series X, je le rappelle, la rétrocompatibilité a été vraiment prise en compte, et donc améliorée. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu effectivement d'autres résultats avant de me prononcer là-dessus. Je ne nie pas totalement le résultat, je dis simplement que je prends un peu de recul avec vis-à-vis, je vous répète, d'autres sites qui n'ont pas trouvé sur la même machine et sur le même jeu les mêmes temps. Je voulais revenir aussi sur Spider-Man Miles Morales. Alors là, je voudrais dire une chose aussi là-dessus. Déjà, Digital Foundry a été critiqué par pas mal de personnes en étant pro Xbox Series X. Écoutez, la preuve est que, vous voyez, on n'est jamais pro de quelque chose ou pro d'autre chose, non. Quand on prend des faits, et je pense que Digital Foundry essaye de prendre des faits, comme les numériques, comme beaucoup de sites, comme moi-même j'essaye, eh bien oui, on reconnaît que si quelque chose est bien, c'est bien, point final, si c'est pas bien, c'est pas bien. Et Digital Foundry aujourd'hui, ils ont dit chapeau bas pour Spider-Man Miles Morales, voilà. Vous pouvez regarder leur critique, elle est toute en américain, donc j'ai un peu de mal, hein, j'avoue franchement, mais ceci dit, j'ai quand même compris une grosse partie, et j'ai compris surtout que ils avaient été enchantés par le jeu et la qualité du jeu sur la PS5 et sur la next-gen, voilà.
Ils ont dit que les textures étaient magnifiques, très fidèles, dire d'une finesse incroyable pour les visages, mais pour les cheveux en particulier aussi, mais aussi pour tout ce qui est texture de mur, texture on va dire de bâtiment, et que le ray tracing était magnifique, était absolument bien géré, bref, que le jeu avait d'énormes qualités, et que pour une machine à 500 €, c'était quand même assez fantastique. Voilà, la conclusion elle est là. Digital Foundry a trouvé le jeu très très intéressant, et je dois vous avouer qu'après des tests comme ça, moi qui n'étais pas très hypé par ce jeu, je vous l'avoue franchement, ça commence à m'intéresser, vous voyez, ça commence petit à petit à s'implanter dans le cerveau, comme on dit. Alors on verra, je vais attendre la sortie. De toute façon, moi j'ai pas la PS5 à sa sortie, donc j'aurai le temps de voir les tests des collègues, pour voir un peu de tous les collègues, de ceux qui sont peut-être un peu trop hypés par la PS5 tout de suite, c'est-à-dire sans avoir le jeu, et d'autres qui sont peut-être plus neutres, entre guillemets, mais si tous ils sont concordants, ben oui, moi j'essaierai peut-être Spider-Man Miles Morales pour me faire une idée, et surtout pour en profiter. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, du retour Digital Foundry, mais moi, ça m'a quand même assez plu, je dois l'avouer. Et maintenant, je vais vous parler d'une personne, et je vous l'ai promis, c'est dimanche, et je dis tiens, je vais prendre un autre destin. Un destin qui est peu connu, alors qui est connu et peu connu, c'est Margaret Hamilton. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont entendu parler, c'est une femme informaticienne, et oui, femme informaticienne, qui a beaucoup œuvré dans les années 1960. Et puis après, elle a continué, bon, elle a 84 ans. Alors il faut savoir qu'en dans les années 1960, l'informatique était un peu assez balbutiement quand même, il faut bien l'avouer, et que les femmes, elles avaient en termes de matière scientifique, n'étaient pas toujours au premier plan, il faut bien l'avouer aussi, surtout aux États-Unis, mais aussi ailleurs, en Europe et partout. Et alors pourquoi elle a réussi, elle, déjà, entre parenthèses, parce que l'informatique, par contre, n'était pas une matière pure, entre guillemets, dans les années 60, et les hommes préféraient la physique, vous voyez, la physique, tout ce qui était mathématique, tout ce qui était astrophysique, etc., c'est-à-dire des matières très théoriques, et l'informatique, c'était un petit peu, on va dire, entre guillemets, moins théorique, vous voyez, plus le côté pratique, le côté... Voilà, il délaissait un peu ça, et donc les femmes ont pu rentrer dans ce secteur, en particulier elle, et qu'est-ce qu'elle a fait de beau? C'est surtout elle qui a dirigé tout ce qui était le côté logiciel dans la capsule embarquée des missions Apollo, et oui, et elle a fait des choses assez extraordinaires. En effet, avec son équipe et un autre informaticien assez brillant de l'époque, J. Halcombe Lainin, elle a inventé un système assez extraordinaire pour embarquer dans la mission Apollo et pour gérer toutes les tâches informatiques qui étaient assez énormes, vous allez voir, pour que la mission réussisse, en particulier Apollo 11, qui, je vous rappelle, atterrisse sur la Lune. Et ça n'a bien failli d'ailleurs pas marcher s'il n'y avait pas eu son système à elle d'embarquer, un système asynchrone, et oui, déjà à l'époque, qui est un ordinateur qui pesait 32 kg, 32 kg, vous imaginez, et qui était capable de faire 6 tâches simultanément, ce qui était énorme pour l'époque, ça vous fait rigoler aujourd'hui, mais c'était en 1969, rappelez-vous, c'était 6 tâches simultanément qu'il était capable de faire. Il avait une mémoire de 72, je crois, 72 kilo-octets, et oui, vous avez bien entendu, mémoire morte, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, d'un disque dur finalement, et une mémoire vive de 4 kilo-octets. Vous imaginez 4 kilo-octets et 72 kilo-octets pour envoyer, on va dire, Apollo 11 sur la Lune. Et 3 minutes avant d'atterrir, et oui, le fameux Neil Armstrong qui va atterrir sur la Lune, ses premiers pas, avec ses coéquipiers, eh bien, il y a des alarmes qui se sont mis en route de partout, parce que l'ordinateur en question était totalement saturé, voilà, il avait trop d'informations, parce qu'en fait, il y avait le radar d'approche qui devait normalement être coupé, qui envoyait des informations, plein d'informations, comme quoi, oui, la Lune se rapprochait, c'était le cas de le dire, et saturait totalement l'ordinateur, qui était complètement perdu. Oui, mais grâce au programme de Margaret, et de ses équipes bien entendu, eh bien ils ont pu s'en sortir, car même à cette époque, elle avait réussi à donner un ordre de priorité à chaque tâche, c'est-à-dire qu'elle donnait des priorités pour les tâches les plus urgentes, et donc l'ordinateur a réussi ainsi à couper automatiquement ce qui venait du radar, qui n'était plus utile, et toutes les tâches qui n'étaient plus nécessaires pour se concentrer uniquement sur l'atterrissage. Et c'est ainsi que, effectivement, la capsule a pu se poser sur la Lune, parce que grâce à son système d'exploitation qu'elle avait réussi à mettre, je vous rappelle, dans 72 kilo-octets de mémoire morte, plus les 4 kilo-octets de RAM. Pour équivalence, un iPhone XS d'aujourd'hui, vous savez, un simple iPhone, enfin un simple iPhone c'est quand même une bête, mais un simple iPhone, ce serait l'équivalent de 120 millions de fois ce calculateur qui était embarqué à l'intérieur d'Apollo 11. C'est pour vous dire le progrès et le prodige qu'ils ont réussi à faire, que Margaret et ses équipes ont réussi à faire en embarquant ce calculateur, cet ordinateur
ordinateur de bord qui gérait plein de choses. Alors j'ai pris la liste parce que c'est un peu long hein, pour tout décrire, je ne vais pas tout vous décrire, mais quand même c'est la modélisation de processus, la conception de systèmes de prévention, le paradigme de développement, les systèmes formels et les langages informatiques de modélisation, la conception et de la programmation orientée objet, la gestion automatisée des cycles de vie, les méthodes de fiabilisation et de réutilisation des logiciels, l'analyse de domaine, l'exactitude de propriétés linguistiques intégrées, les techniques d'architecture ouverte pour des systèmes robustes, etc., etc., etc. Plein de choses qui ont permis d'embarquer tout ça dans, on va dire, dans l'ordinateur d'Apollo 11 et de réussir cette mission. Donc voilà, voici entre guillemets une femme au milieu, au milieu d'un système d'hommes quand même hein, à l'époque. Je vous rappelle, c'est la NASA en 1969 qui, avec un ordinateur rudimentaire, a réussi à faire l'incroyable. Voilà, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et d'ailleurs, par la suite, elle a monté sa propre entreprise et elle a continué dans l'informatique. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.